Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Politis. Ce soir, je reçois sur ce plateau le professeur Lo Gourmo Abdoul, le vice-président du parti Union des Forces de Progrès. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà. Pour commencer, Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur la situation politique en Mauritanie à la veille de la formation du nouveau gouvernement? Merci. D'abord, c'est quel regard je porte sur la situation en Mauritanie après une élection présidentielle extrêmement controversée. Parce que la formation du gouvernement est intervenue après. Et après, d'ailleurs, une investiture qui elle-même posait problème. Alors, la situation est malheureusement une situation décevante parce que, normalement, après une élection, théoriquement, la situation aurait dû être décrispée, améliorée qualitativement, et on aurait dû normalement être dans une situation de normalité politique, c'est-à-dire où l'opposition et le pouvoir, dans les institutions de la République, devaient, chacune en ce qui la concerne, jouer le jeu politique normal. Mais aujourd'hui, on le voit, l'opposition est exclue, l'opposition démocratique est exclue quasiment de toutes les institutions démocratiques, quelques rares exceptions près. Et les élections présidentielles, au lieu d'être des élections qui, règlent sur le fond les grands problèmes politiques du pays, posent en réalité les grandes contradictions qui affectent notre société. Donc à la veille de la désignation de ce gouvernement, d'après des élections très controversées, eh bien la situation est une situation qu'on peut considérer comme anormale. Et à la veille d'une formation d'un gouvernement qui est une situation très problématique, malheureusement. Très bien. Monsieur le professeur, qu'est-ce qui retarde selon vous l'annonce de la composition de ce nouveau gouvernement? Franchement, je ne peux pas vous répondre. En tant qu'analyste politique, voyons. Je crois que le président qui est fraîchement élu dans les conditions que je viens de rappeler va essayer peut-être de trouver des compromis différents dans son propre camp, entre les forces qui l'ont soutenu, entre les couches politiques et sociales qui l'ont soutenu, entre les groupes d'initiateurs de toute nature, entre les fractions de je ne sais quelle zone ou de quelle région, etc. Bref, il y a tout un appareillage qu'il faudrait ajuster mécaniquement, et ça peut-être explique que ça dure un peu trop d'ailleurs selon ces partisans que l'on peut rencontrer, parce que les gens commencent un peu à se poser des questions. Mais pour moi tout cela est secondaire, parce qu'en réalité on le sait très bien, tout cela dépendra de la façon dont le chef lui-même aura envisagé ce qu'il pense être son intérêt politique aujourd'hui. Et ça, je crois que personne ne peut véritablement deviner ce qu'il a derrière la tête. Des journaux étrangers ont rapporté que le président Aziz pourrait élargir le prochain gouvernement à l'opposition en réponse à des conseils ou suggestions de la France et des États-Unis. Cela vous paraît-il vraisemblable? Quelle opposition? Parce qu'il y a beaucoup d'opposition. L'opposition démocratique, je dirais. Non, toute l'opposition. Si c'est toute l'opposition, il faudra d'abord il fallut d'abord qu'il acceptât de faire un compromis et un dialogue qui aurait débouché sur des élections non disputées de la manière dont vous le savez maintenant, non controversées. Sinon, je ne vois pas vraiment dans quelles conditions une opposition sérieuse, crédible, pourrait accepter d'entrer dans un gouvernement dans les conditions que je viens de décrire tout à l'heure, sans qu'il n'y ait des discussions sur ce qui a lieu de faire pour normaliser la vie politique, c'est-à-dire faire des élections libres, démocratiques et transparentes. Et la position, en tout cas, du forum de l'opposition démocratique est très claire et nette. Il n'y a pas du tout, il ne peut pas y avoir d'apaisement politique dans le pays que suppose donc ce gouvernement d'union nationale tant qu'il n'y a pas d'élections libres, démocratique et transparente. Donc pour nous, c'est un problème de légitimité du gouvernement qui va être mis sur pied. Cette légitimité fait défaut parce qu'il n'y a pas eu d'élection démocratique libre qui aurait été à la base de cette formation gouvernementale. Bien. Mais si cette idée se confirme, pensez-vous que le président Aziz pourrait envisager la dissolution du Parlement et des conseils municipaux et organiser de nouvelles élections? Ce n'est que cette option qui pourrait paraître crédible et logique. Si le président Aziz veut trouver une solution de compromis avec l'opposition démocratique,
La première des choses, c'est d'abord d'ouvrir un dialogue ou de réouvrir le dossier du dialogue, de se mettre autour d'une table très sérieusement, d'examiner la situation politique du pays, tous ensemble, et de voir comment s'en sortir et comment trouver une formule de compromis. À partir de ce moment-là, je pense qu'on pourrait chercher une voie qui soit une voie intermédiaire dans laquelle la Mauritanie pourra s'en sortir avec le plus de chances possible. Mais s'il doit rester dans sa lancée unilatérale, qui est celle qui fut des élections législatives et municipales dernières, puis de l'élection présidentielle, je crois que toute velléité de constituer un gouvernement, entre guillemets, d'union nationale avec une opposition apparaîtrait comme une farce. Ça ne serait pas sérieux. Et je ne vois pas du tout comment une opposition pourrait, dans ces conditions, accepter de participer à quoi que ce soit. Et je crois d'ailleurs que le président Aziz ne pourrait pas logiquement envisager une telle hypothèse, s'il est conséquent avec lui-même. La seule logique qui pourrait être la sienne, c'est soit de conserver la lancée unilatérale, je fais mon gouvernement, je fais ce que je veux, le rapport de force me dit est en ma faveur, je fais ce que je veux. Donc je fais mon gouvernement comme je le veux, et puis advienne que pourra. Ou alors, deuxième option, j'ai vu que les élections n'ont pas été inclusives, j'ai vu que le dialogue n'avait pas abouti, j'ai fait mon élection présidentielle, mais je vois que le résultat final, c'est que la crise, on n'en est pas sorti. Parce que l'opposition est toujours en dehors du jeu des institutions normales. Donc, je refrène mes ardeurs, je cherche à analyser qu'est-ce qui se passe, je dis à tout le monde, venez, on va discuter, venons voir comment on va trouver un arrangement politique général, une situation par laquelle on va sortir notre pays de cette impasse, et à ce moment-là, on va envisager les différentes hypothèses possibles. Et ce n'est que dans un tel scénario qu'on pourra dire qu'en effet, la formation du nouveau gouvernement ou la formation d'un gouvernement pourrait être envisagée comme un premier pas positif vers un règlement amiable de la crise dans laquelle ce pays se trouve encore. Mais si on reste simplement dans le concoctage, je veux dire dans un tripatouillage politicien, il est évident que nous ne sommes pas preneurs. Et il est évident également que cela ne signifie qu'une chose, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire que c'est une façon de ne pas chercher à résoudre les problèmes de ce pays, mais c'est une façon en réalité au contraire de faire du passage en force, ou de continuer à faire du passage en force jusqu'à ce que l'on fracasse le pays contre un mur. Et ça, malheureusement, c'est une hypothèse qu'il faut avoir présent à l'esprit, parce que nous ne sommes pas du tout hors de portée d'une crise majeure qui pourrait affecter notre pays de ce point de vue-là. Donc, comment régler cette crise, selon vous, M. Tossé? Je vous l'ai dit, je crois que le règlement de la crise est entre les mains d'abord des Mauritaniens. Il ne se trouve nulle part qu'en Mauritanie, entre acteurs politiques responsables. Nous nous sommes engagés 2 fois sur une voie de dialogue, lors des élections législatives municipales et lors de l'élection présidentielle. L'élection étant la seule solution de règlement des problèmes politiques dans un pays normal, dans un pays démocratique, parce qu'on ne peut le faire aujourd'hui ni dans la lutte armée, ni dans une insurrection, ni dans le chaos. Donc on ne peut par conséquent sortir d'une situation comme celle-là que par la discussion, que par le dialogue, que par un compromis duquel va sortir des élections qui soient des élections acceptables avec un minimum de transparence. Nous nous sommes engagés par 2 fois dans cette voie, et par 2 fois le régime au dernier moment a fait faux bond, a quitté la route et nous a laissé en chemin en quelque sorte, comme s'il avait peur d'aller dans des élections libres, démocratiques et transparentes. Et à chaque fois, il s'est retrouvé en définitive tout seul, même parfois s'il a pu avoir des compagnonnages, parce que le résultat, c'est qu'aucune des élections, depuis l'élection qui a porté au pouvoir Sidi Ould Cheikh Abdallah, aucune autre élection n'a été organisée dans ce pays qui n'a fait l'objet de contestations graves. Nous faisons renouer avec les élections antérieures de l'époque de Ould Taya et d'avant. Par conséquent, tout ce qui a été fait sur le plan électoral peut être considéré comme quelque chose qui, au lieu de résoudre les problèmes, a creusé le fossé entre les Mauritaniens. Au lieu d'emmener le peuple mauritanien à être encore plus uni pour faire face à des défis majeurs que connaissent d'ailleurs tous les pays de la sous-région, au contraire, nous affaiblissent de l'intérieur et nous rendent plus perméables à être frappés de plein fouet par ces crises et par ces contradictions. Au lieu que les élections soient un moyen pour les Mauritaniens d'avancer ensemble dans des voies qui soient des voies salutaires pour tout le monde, chaque élection a élargi le fossé entre nous. Chaque élection a constitué une blessure pour certains. A été quelque chose qui nous a éloignés davantage de la grande union nationale
qu'impose aujourd'hui la situation dans tous les pays de la sous-région. Chaque élection, au lieu d'être un moyen pour nous de penser nos blessures, de regarder en face nos situations, de dire qu'est-ce qui ne va pas et d'avancer ensemble pour les règlements qui soient acceptables pour les uns et pour les autres, dans la limite évidemment de ce que la majorité aura décidé, eh bien au contraire, les élections sont, avant même de se réaliser, cause de controverses, cause de divergences, cause de contradictions. Voilà le problème auquel on est confronté dans ce pays. Oui, Monsieur le Président, n'avez-vous pas, sincèrement, ou l'opposition, entre guillemets, sa responsabilité de l'échec de ce dialogue passé? Mais attendez, une opposition, son rôle c'est de s'opposer. C'est aussi banal que ça. Ouais. Nous n'avons pas les armes dont dispose le pouvoir concernant les conditions dans lesquelles, parce que c'est lui qui dispose de ces moyens-là, dans lesquels il organise des élections. Nous ne les disposons pas. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de dire, voilà, nous sommes prêts, avec vous, messieurs du pouvoir, à voir qu'est-ce qu'il y a au minimum qui soit acceptable par vous et par nous pour aller de l'avant. À chaque fois, c'est ça qui n'a été... Bien sûr, nous avons nos conditions, mais ces conditions sont négociables. Nous n'avons jamais posé comme condition une condition qui soit irréalisable. C'est-à-dire une condition sine qua non, sans laquelle nous ne marchons pas. Oui, mais, aucune. Mais le pouvoir aussi. Le pouvoir, si, la preuve. Il avait refusé une seule condition, c'est ce gouvernement d'union nationale. Non, pas du tout. Que vous cherchez, non? Écoutez, non. Le gouvernement d'union nationale, pour pouvoir en parler même, il faudrait encore que les négociations s'ouvrent sur ça. Aucune négociation ne s'est ouverte sur le fond des positions des uns et des autres. C'est toujours sur un problème de délai, dans les deux cas. C'est-à-dire, est-ce que les négociations vont durer 2 jours, 12 jours, 3 jours, 4 jours? Ou bien encore, est-ce que ces négociations, une fois qu'elles seront ouvertes, est-ce qu'elles doivent être précédées par des préalables ou non? Est-ce que nous devons rester dans la limite définie par celui-ci, par celui-là, etc. C'est dans ces conditions préalables à une négociation que les négociations butent. Les dernières négociations auxquelles j'ai participé, puisque j'étais membre de la délégation, voyez-vous, nous avons buté sur un problème de délai et de date. Le régime disant non, nous ne pouvons pas remettre en cause les dates fixées par la Constitution. Sauf que, au moment où je... Écoutez, réel, non? Au moment où je vous parle, eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vous parle, nous sommes dans l'illégalité la plus complète pour ce qui concerne, par exemple, le mandat des sénateurs. Ouais. Écoutez, le mandat des sénateurs dans ce pays a expiré depuis combien de temps? Est-ce qu'il a organisé à temps? Est-ce qu'il a dit, le pouvoir, est-ce qu'il a dit que non, il faut respecter le mandat constitutionnel sur cette question? Non, il n'en parle même pas. La dernière fois, c'était vous qui avez réformé une demande pour qu'il y ait report à ces législatives. Nous n'avons jamais, écoutez-moi bien, nous n'avons jamais, au grand jamais, demandé quelque report que ce soit concernant quelque date que ce soit. Ce que nous avons dit, c'est qu'il faut d'abord que nous nous asseyons, qu'on tombe d'accord sur le programme des négociations, c'est-à-dire sur quoi va porter la négociation, et en fonction de ce sur quoi on a convenu, on va voir est-ce que ça va prendre 1 jour ou si ça va prendre 10 ans. On ne peut pas dire on va négocier 10 ans, alors que c'est quelque chose qui peut être fait en une demi-journée. De même qu'on ne peut pas dire on va négocier 1 jour sur des questions qui par elles-mêmes requièrent au moins 1 semaine, par exemple. L'une des questions sur lesquelles nous étions convenus avec Aziz et qui avait d'ailleurs amené les uns et les autres à ouvrir la négociation, c'était, par exemple, pour les élections législatives municipales, lorsque Denema, il nous avait dit, moi, Aziz, je suis prêt à ouvrir des négociations avec l'opposition, notamment, dit-il, sur la question de l'enrôlement, en disant, je suis prêt à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Vous vous rappelez de ça? Absolument. Or, sincèrement, comment voulez-vous qu'une commission d'enquête soit constituée dans un parlement pour faire des enquêtes sur la question aussi complexe que celle de l'enrôlement en 1 semaine? 1 semaine. Vous vous rendez compte? Comment? Déjà, vous savez toute la pagaille, je dis bien pagaille, qui existe en matière d'enrôlement. Aujourd'hui, au point que personne ne sait qui est mauritanien et qui ne l'est pas. Personne. Sauf ceux que le pouvoir veut bien considérer comme mauritaniens. Tous les autres sont considérés comme des laissés pour compte, doivent venir négocier au cas par cas pour qu'on leur reconnaisse leur identité mauritanienne, alors qu'ils ont des pièces légales au regard du droit mauritanien. Et il faut donc recommencer désormais pour tous les Mauritaniens, en tout cas tous les Mauritaniens qui ne sont pas pistonnés, il faut recommencer désormais leur état civil, comme s'ils revenaient, qu'ils sont en train de chercher à être des Mauritaniens. Ça, c'est la question de l'enrôlement. Alors, on se retrouve donc dans une situation avec cette espèce de machine de guerre contre l'identité des Mauritaniens, à trouver pour savoir qui va être ou non des électeurs.
en 3 jours, en une semaine. On a dit que non, c'est pas sérieux. Et là, oui, nous sommes entrés, je parle des élections municipales et législatives, nous sommes entrés dans cette logique donc sur la question du délai de négociation, et ils ont dit, ok, donc dans ce cas-là, nous organisons tout seul. On nous a dit, allez-y, organisez. Idem en ce qui concerne l'élection présidentielle. Même chose, même scénario. Nous négocierons dans les limites fixées par la Constitution. Tout, vous êtes majoritaire, on leur a dit au Parlement. Vous avez au moins 3/4 des parlementaires. Et la Constitution permet justement de changer les dates constitutionnelles, prévues en tout cas dans les textes, par le jeu des modifications constitutionnelles. Haram alaikum. La Constitution n'interdit pas. Sur ce point-là, ce n'est pas le mandat d'Aziz, où il est interdit de changer quoi que ce soit. Ici, il s'agit d'un point dispositif normal de la Constitution. Et vous l'avez fait d'ailleurs lors du premier dialogue, nous l'avons dit avec M. Mesroud et les autres, et Boyel lors du pourquoi l'opposition n'avait pas accepté ces délais? Pourquoi vous ne le changeriez pas? Pourquoi l'opposition n'accepte pas ces délais? Mais je vous le dis, parce que... éviter... Mais on accepte un délai pour discuter de quelque chose. Un délai n'existe que par rapport au travail qui est fait. Moi, si je vous donne un délai, c'est par rapport à la réalisation d'un travail. Si je vous donne un délai d'1/4 de minute pour réaliser un travail qui demande 48 heures, vous allez accepter? Jamais. Voilà le problème, voilà la question qui s'est posée. Et en plus, on leur a dit, nous ne posons aucun préalable. Mais venez, on discute. Ils nous ont dit non. Acceptez que nous sommes soumis dans le carcan constitutionnel non modifiable, c'est-à-dire acceptez donc qu'il y a un préalable, une ligne rouge, qui est celle qu'on ne revient pas sur les délais constitutionnels, qui sont ceux fixés par vous. Et bien à ce moment-là, dit-il, on peut négocier. On leur a dit donc il n'y a pas de négociation, parce qu'on ne sait même pas sur quoi et sur combien de temps on peut négocier. Donc il n'y a pas de négociation. Monsieur le Président, même si vous aviez accepté ces délais, on dit que l'opposition n'était pas prête à se lancer dans une élection présidentielle. Nous sommes probablement l'une des oppositions les plus responsables du monde. Et je ne me jette pas une fleur à l'opposition. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, cette opposition a souffert d'un changement de mandat d'un Parlement dont le mandat était expiré pendant 2 ans. Pendant 2 ans, à part le mot d'ordre Erhal, qui est un mot que nous avons lancé, nous n'avons brûlé pas un pneu. Nous ne nous sommes attaqués à aucun bâtiment administratif. Nous n'avons arrêté personne. Nous n'avons arrêté aucune circulation à Nouakchott. Tout s'est passé pratiquement dans les normes. Et où Abdelaziz disait même, voyez-vous, je suis un démocrate, la preuve c'est qu'il faut la navette entre Ibn Abbas et l'hôpital national dans leur manifestation interminable. Oui, monsieur Le Gourmand. Voilà comment il y a des reproches à l'IFP. On reproche souvent, je dis bien, à l'IFP d'avoir engagé un dialogue avec Maouir Sidahmer Taya à l'époque. Bien sûr. Mais... pris parti au gouvernement de Sidi ou Cheikh Abdallah. Mais bien sûr. Voilà. Mais vous continuez de refuser tout dialogue avec Aziz. Est-ce une bonne attitude? D'abord, nous ne refusons pas tout dialogue avec Aziz. La preuve, c'est que je lance officiellement devant vous un appel au dialogue à Aziz. Monsieur Aziz, nous, à l'UFP, comme d'ailleurs toute l'opposition, nous vous demandons de venir dialoguer avec nous pour sortir ce pays de la crise. Nous réitérons notre appel au dialogue. Vous voyez, par ma voix, je lance officiellement ce que nous avons toujours demandé et que nous n'avons pas du tout levé et que nous ne leverons pas. Nous demandons un dialogue. Seulement, nous demandons un dialogue qui soit sérieux, franc et sincère. Nous l'avons demandé aussi à Taya. Taya a fini par l'accepter. Nous avons eu un minimum, et maintenant on l'oublie, dont notamment les fameuses cartes infalsifiables. Avant, c'était du papier. C'est avec le dialogue que nous avons engagé avec Taya que nous avons obtenu les fameuses cartes infalsifiables. C'est d'ailleurs pour la première fois que l'opposition avait eu des députés à l'époque, en réduisant considérablement les conditions de la fraude, sans d'ailleurs sans les annihiler, sans les empêcher totalement. Plus un certain nombre d'acquis que nous avions eu lors de ce dialogue-là. Mais la différence fondamentale d'ailleurs entre Aziz et Oultaya, c'est que Oultaya, c'était une époque d'où on était dans le régime militaire encore, parce que la démocratie n'avait pas du tout été instaurée, il n'y avait strictement rien de nouveau qui puisse faire penser que nous sommes dans un jeu démocratique normal. Oui, mais on dit que vous êtes... Mais nous, à l'époque, à l'époque, nous cherchions à un minimum. On dit que mais vous maintenant, êtes plus radical aujourd'hui, avec le régime d'Aziz,
qu'à l'époque. Mais C'est-à-dire sous le régime de Oultaya, pourquoi? Mais radical comment? Qu'est-ce que nous avions fait à l'époque que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous faisons maintenant, aujourd'hui, en plus de ce que nous n'avons pas fait à l'époque de Taya? À l'époque de Taya, vous ne vous rappelez pas des manifestations de l'IFD, Air Nouvelle? Absolument. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? D'ailleurs, c'est dans les mêmes, c'est sur la même avenue. Non, nous n'avons rien fait de moins ni de plus entre cette époque-là et celle-là. La différence, c'est que pendant ce temps, il y a eu un coup d'État qui a renversé Oultaya. Ensuite, il y a eu l'élection la plus démocratique dans l'histoire de la Mauritanie et l'arrivée au pouvoir de Sidi Ould Cheikh Abdallah. Et le renversement absolument ahurissant de Sidi Ould Cheikh Abdallah par le président Aziz, par un coup d'État, comment vous dire, incroyable. C'est le moins qu'on puisse dire contre lui. Ça change tout. À l'époque de Oultaya, c'était la dictature normale, si j'ose dire. Et nous battions pieds et poings, avec nos dents même s'il le faut, pour avoir un minimum. Mais maintenant, l'époque n'est pas la même. L'ordre démocratique n'est plus le même que par rapport à l'époque. Et donc les exigences démocratiques ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, un coup d'État est considéré comme un crime. Et même presque passible de la Cour permanente internationale. Presque. À l'époque, un coup d'État était dans l'ordre des choses. C'est une affaire intérieure des pays. Oui, mais dites-moi, monsieur voilà le la Président. différence d'époque dans laquelle nous nous trouvons. Dites-moi, monsieur le Président, le pouvoir dit qu'il n'y a pas de crise politique et l'opposition insiste sur qu'il y a cette crise politique. Entendons-nous bien. Expliquez-nous aux téléspectateurs où est cette crise, où se situe, alors que le pouvoir dit qu'il n'y a pas de crise. La notion de crise renvoie toujours, même dans la nature, à une situation dans laquelle le jeu normal des forces ne se déroule pas suivant l'ordre normal. Il y a crise. Dans un système politique normal, c'est-à-dire démocratique, il y a crise lorsque l'opposition et le pouvoir ne sont pas en mesure d'être dans une compétition politique telle que chacune de ces forces puisse prétendre à accéder au pouvoir par la voie légale, par la voie constitutionnelle. Et lorsque donc chacune de ces forces politiques se cale dans sa propre logique et conteste à l'autre le droit de participer à l'activité politique ou à l'activité politique institutionnelle. Il y a crise dès lors qu'on se trouve dans cette situation. Pourquoi? Parce que l'opposition aujourd'hui est exclue du Parlement. Est-ce que vous trouvez normal qu'une opposition démocratique puisse se trouver exclue des institutions de l'État? Oui, mais pourquoi elle est exclue du Parlement? Parce qu'on n'a pas voulu respecter à temps l'échéance et les mandats normaux quand il fallait le faire après l'élection présidentielle de 2009. Oui, mais l'opposition, il n'y a pas plus radical que Tawassoul, qui a participé et qui a eu des sièges. Mais, alors pourquoi... Écoutez, Tawassoul a sa logique politique. Nous sommes en train de parler ici de ce que le droit exige. Pas de ce que les tractations peuvent permettre, ou des jeux d'intérêt individuels de tel groupe ou de tel autre groupe. Tawassoul a fait son calcul, et je respecte ce calcul. Pourquoi ne faites-vous pas votre calcul? Notre calcul... Participer. Alors que vous aviez une tribune sur laquelle vous pouvez passer vos messages. Vous négligez la tribune là, dans laquelle actuellement je suis en train de passer mon message? Ça, c'est grâce. Vous pensez que ce n'est pas une tribune, ça? Absolument. Bien. Non, par ailleurs, la tribune dont vous parlez, le Parlement, c'est une tribune qui a une particularité, c'est qu'elle est conditionnée par son respect de la Constitution de la République islamique de Mauritanie. Pour qu'elle puisse être une tribune crédible, il faut que les conditions dans lesquelles on la constitue soient des conditions déterminées par la Constitution de la République islamique de la Mauritanie. Il faut que ceux qui vont y être cooptés aient un mandat, c'est-à-dire un temps de parole qui soit conforme à celui défini par la Constitution de la République islamique de Mauritanie. Pas parce que l'exécutif a décidé, c'est-à-dire pas ce que le président de la République, c'est-à-dire M. Ould Abdelaziz, a décidé. Ould Abdelaziz a décidé que le mandat de ces parlementaires, parce qu'il avait la majorité au Parlement, c'est d'être de 6 ans ou 7 ans. 7 ans. 7 ans. Nous, on a dit, oui, pourquoi? Nous refusons. Nous refusons. Parce que vous n'êtes pas un autocrate. Pourquoi vous jouez au dictateur, monsieur? Ou alors vous l'êtes vraiment? Pourquoi vous jouez au despote? Alors vous l'êtes vraiment. Eh bien, si vous êtes despote, nous n'acceptons pas votre despotisme, monsieur Ould Abdelaziz. Nous disons que c'est le peuple mauritanien, et seulement lui, qui doit déterminer souverainement
Quelles sont les conditions dans lesquelles les règles du jeu se font à travers des élections libres, démocratiques et transparentes? Et c'est ça le sens d'une constitution. Oui, si vous voulez respecter ça, il n'y aura pas de problème. Si nous perdons, nous perdons. Oui, et nous jouons le jeu de l'opposition. Mais si vous voulez imposer les choses unilatéralement, selon votre bon vouloir, parce que le rapport de force militaire est en votre faveur, ou parce que vous pensez que vous pouvez dicter votre volonté au reste du peuple, nous disons que ça ne marche pas. Oui, mais vous n'êtes pas interdit d'assister ou de participer aux élections. Écoutez. Comme l'a fait Tawassoul, mais... Voilà une marche, voilà une course que vous et moi, nous allons organiser. Il y a une ligne de départ. Il y a un arbitre qui va tirer pour que nous courions. Voilà. Juste avant de partir, je prends un boulet de 5 kilos, je l'attache à votre pied. Et je dis, on va courir ensemble. Vous accepterez, vous, de courir? Sincèrement. Pas du tout. N'est-ce pas? Mais pourquoi Tawassoul accepte? Écoutez, Tawassoul, encore une fois, est un coureur qui a sa logique. Peut-être qu'il a plus de muscles que nous. Ah non, mais peut-être qu'il peut soulever ses 5 kilos en courant. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas participé au présidentiel. Est-ce que c'est conséquent? Allah ya'lam. Tout le monde sait, en tout cas, qu'entre les législatives et les municipales d'une part et les présidentielles, il n'y a rien qui ait changé en ce qui concerne les conditions de la participation à l'élection. Rien n'a changé. Nous, à l'IFP, nous avons dit, étant donné que ce sont les mêmes conditions qui ont été conservées, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n'y a aucune raison pour qu'ayant boycotté les législatives et les municipales parce que les conditions ne sont pas remplies, et parce qu'il n'y a aucune amélioration, il n'y a aucune raison pour que, également, nous ne continuions pas dans notre lancée. Voilà notre raisonnement, et c'est le raisonnement d'ailleurs de l'ensemble du front, du forum pour l'unité et la démocratie. Voilà notre logique. Voilà, passons à autre chose. Monsieur le Président, lors de la cérémonie d'investiture, le Président a fait le serment de ne pas modifier les dispositions limitant le mandat présidentiel. Quel commentaire cela vous inspire-t-il? Je ne sais pas quoi vous dire. Il a fait un acte que la Constitution exige. C'est de prêter serment. Prêter serment est une chose. Respecter le serment en est une autre. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais il respectera. Le serment, quand même, il le respectera. Il est obligé de le respecter. Tout le monde dans ce pays a toujours intérêt à respecter la Constitution de la République. Très bien. En premier, le président de la République, Mohamed Abdazi. Surtout celui qui est en charge de veiller constitutionnellement au respect de la Constitution. Là, quand même, on est persuadé qu'il ne fera pas un troisième mandat. Ou il ne nous fera pas passer au changement à la Constitution. On est persuadé que si véritablement on veut que ce pays-là sorte de la situation dans laquelle il se trouve et devienne un pays normal, il faut respecter l'état de droit, il faut respecter les règles de droit, il faut respecter la Constitution et les lois. Pour tout le monde, aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition. S'il respecte ça, il n'y aura aucun problème. S'il ne respecte pas ça, il n'aura pas contribué à l'unité de notre peuple, il n'aura pas contribué à la prospérité de notre peuple, il n'aura pas contribué à ce que l'histoire de notre pays se déroule dans les meilleures conditions dans la vie des nations. Très bien. Si je vous dis par exemple, Monsieur le Président, si je vous demande de me faire un bilan positif ou de ce qui est positif du président Aziz, que me répondez-vous? Sincèrement. Vous n'allez pas me dire que 500 ou 5 ans quand même, il n'y a rien. Au moins, je vous demande de me dire le positif du bilan d'Aziz, que ce soit social, économique ou politique. Il y a quelque chose, non? Il y a quelque chose de très positif chez Aziz, je vais vous le dire. C'est excellent. Ce qu'il y a de très positif chez Aziz, c'est que pour la première fois, un chef d'État a osé parler de certaines choses qui étaient considérées comme tabou. Oui, il en a parlé. Il a une sorte de courage de dire certaines choses ou des mots qui parfois sont impressionnants. Et c'est ça d'ailleurs qui séduit beaucoup de gens. Certains considèrent que c'est du populisme. Mais ça pour moi c'est très positif en soi. Que un chef d'État puisse oser parler ou discourir sur certaines choses. Maintenant, entre le discours et la réalité, c'est autre chose. Et le grand problème, il est là. Prenez cette question d'unité nationale, dont il a fait à un moment donné un thème. La question des nationalités, etc. Ça a été très positif qu'il en ait parlé crûment. Il a également eu, il faut bien le dire, une sorte de discours moderniste. Par exemple, la volonté de faire de Nouakchott une ville, une capitale normale, avec des rues bien propres, bien instruites, etc. Personnellement, je considère que c'est très bien.
Je considère qu'il y a eu effectivement un effort qui a été fait sur le plan de l'urbanisation de Nouakchott qui est absolument sans précédent de ce point de vue-là. La capitale présente une figure qui est beaucoup plus attrayante qu'il y a de cela 5 ans, 6 ans. C'est évident. Comment, dans quelles circonstances il l'a fait, avec quoi, etc. Ça, c'est une autre discussion. Mais il est certain qu'il en a fait un problème personnel, ou en tout cas un problème d'image le concernant. Donc, il donne une image, effectivement, d'une certaine modernité que je considère comme positive. Ça, c'est vrai. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'il devrait faire et qu'il n'a pas fait? En particulier, le respect de la volonté du peuple, le respect de la souveraineté nationale, le respect de ses adversaires, le respect des règles du jeu, et d'abandonner cette espèce de volonté d'autoritarisme dans le comportement qui est méprisant à l'égard de l'opposition, à l'égard des autres. Et ça, c'est quelque chose qui anéantit pratiquement tout de ce que je viens de vous dire. C'est ça le problème. Il se neutralise, en quelque sorte. Il neutralise des points positifs incontestables par des comportements, par un jeu de position qui, par exemple, je vous donne un exemple. Voilà. Le discours sur la gabegie, c'est une bonne première. Faire de la lutte contre la corruption, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais à côté de ça, tout le monde voit des marchés incroyablement scandaleux qui se déroulent sur les yeux de tout le monde. Ah, et tout le monde le sait. Parfois, ils donnent l'impression de régler des comptes. Par exemple, les hommes d'affaires en savent quelque chose. Alors qu'en même temps, il dit, moi, je veux favoriser les investissements. Je veux favoriser un climat serein pour que les investisseurs nationaux et internationaux puissent venir et investir dans notre pays. Et à côté de ça, nous avons des pratiques qui parfois sont des pratiques claniques, je viens de dire claniques, et qui complètement anéantissent le discours. Donc, moi, mon problème, il est là. C'est que quand on entend Aziz parler, son discours est séduisant. Quand on voit la réalité pratique de tous les jours, on se dit, tout ça, ce n'est que du discours. Ouais. Voilà le problème. Voilà. Est-ce que je vous dis de donner un conseil au président Aziz? Je ne me permettrai pas. Aucun conseil. On a le même âge, presque. Mais vous pouvez conseiller quand même. Non, pas du tout. Je suis convaincu qu'il est au moins aussi conscient que moi, du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue humain. Je ne lui donnerai aucun conseil. Par contre, je dirais simplement que quand on occupe une position aussi fondamentale pour la vie de notre nation, et dans un moment historique aussi important que l'histoire de notre peuple, quand on voit ce qui nous entoure, quand on voit la Libye, qu'elle est devenue, c'est dommage. Quand on voit le Mali, et quand on voit tout le reste de notre environnement, on se dit qu'ayant une telle position, ouais, c'est bichon. Il faut faire doucement. Il faut essayer de travailler pour que notre pays échappe à cette situation. Pour que nous ne soyons pas nous-mêmes victimes de ce que les autres subissent aujourd'hui. Et il ne faut jamais croire que ça n'arrive qu'aux autres. Nous-mêmes, nous avons des fragilités et nous avons des difficultés internes majeures auxquelles nous devons faire face. Sinon, ce qui risque de nous arriver peut être peut-être plus grave que ce qu'on peut imaginer. Or, lui, il emporte une responsabilité directe parce que c'est lui qui gère ce pays-là. C'est lui qui a en main la clé des solutions des grands problèmes fondamentaux de notre pays. C'est lui qui doit régler le problème de la coexistence entre nos ethnies et nos communautés. Alors que tous les jours, on voit des pratiques qui sont de nature à alimenter les contradictions entre nos communautés, qui alimentent le ressentiment et la haine même entre nos communautés, qui poussent nos communautés à la révolte parfois ou à se considérer comme marginales. Tous les jours, il en a la responsabilité. Les événements qui viennent d'avoir lieu à Niabina, voilà. Dans la vallée. J'ai une question sur Niabina, nous y reviendrons. Mais tout d'abord, Monsieur le Président, les Flammes s'apprêteraient à se muer en parti politique qui revendique l'autonomie pour les provinces sud du pays. Quelle est la position de l'IFP par rapport à cette question? Ce serait excellent si les Flammes pouvaient disposer, comme l'IRA d'ailleurs, je veux parler du RAG, disposer de leur récépissé en tant que parti politique. Parce qu'ils apportent sur la scène politique un discours, une pratique, une sensibilité qui mérite d'être entendue. C'est extrêmement important pour la normalisation de la vie politique. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils peuvent dire ou faire soit bon ou mauvais. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le jugement que chacun peut porter. Mais leurs droits, ils doivent pouvoir entièrement en bénéficier en tant que parti politique.
Ils disent qu'ils défendent l'autonomie. Évidemment, c'est leur point de vue, mais quelle autonomie? Parce qu'il y a différents types d'autonomie. Personnellement, je défends l'autonomie. Mais dans le cadre d'un régime unitaire, d'un État unitaire fort, l'autonomie, c'est le fait de donner aux régions, indépendamment de leur composition ethnique, les moyens de tirer dans leur localité les conditions de leur propre développement économique. Que les richesses contenues dans nos régions soient gérées par les populations de notre région à travers des mécanismes d'autonomie, c'est-à-dire de décision qui tiennent compte évidemment de leur appartenance à la nation, parce que la force doit reposer d'abord sur la souveraineté nationale de notre pays. Moi, je suis pour une autonomie, mais je suis contre le fédéralisme. Si l'autonomie chez les flammes doit nous mener vers le fédéralisme, personnellement, je ne suis pas d'accord, parce que le fédéralisme, c'est l'effritement. Ouais. C'est la division qui risque de mener vers des conflits pires encore que les conflits ou les problèmes que l'on voudrait régler. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est de cela dont il s'agit. Mais l'autonomie administrative des régions, qui ne tiennent pas compte de la composition ethnique, les régions n'étant pas définies par leur composition ethnique, mais par d'autres considérations sur lesquelles il faut d'ailleurs discuter, y compris leur appartenance historique, les relations communautaires traditionnelles, etc. Tout cela ne peut que permettre une plus grande respiration démocratique. Ça permet une plus grande respiration démocratique. Tout ne peut pas se concentrer à Nouakchott. Et tout ne peut pas se concentrer à la Maison Brune. Il faut que notre peuple puisse avoir des voies et des moyens pour prendre des initiatives économiques et sociales à l'échelle des zones et des régions dans lesquelles ils vivent. Il faut que l'intérieur de nos pays vive, parce que c'est ça qui permettra de créer les conditions d'un pays qui peut profiter des richesses pour tout le monde et qui peut redistribuer les richesses en faisant vivre les populations dans lesquelles ces richesses-là se trouvent et en faisant également en sorte que nos richesses se complètent et qu'elles ne s'excluent pas. Voilà, moi, comment je conçois l'autonomie régionale chez nous. Très bien. Monsieur le Président, le Forum national pour la démocratie ne fait pas beaucoup parler de lui ces temps-ci. Comment expliquez-vous ce mutisme? Simple. Est-ce qu'il y a eu des dissensions entre ses composantes ou des problèmes internes au sein de la Forum nationale? Il y a eu le Ramadan. 2, on est en vacances. 3, on sort d'une très grande campagne politique pour le boycott qui a été très bien réussie. 4, nous sommes en ce moment même en train, maintenant, de faire notre programme, de voir après le bilan qui sera tiré, de comment continuer notre activité, comment continuer notre lancée, comment faire en sorte d'avoir encore plus d'empreintes dans le jeu politique. Jamais l'opposition dans notre pays n'a été aussi unie que maintenant. Et dans les semaines à venir, vous verrez que les choses vont se confirmer, que, comme on dit en rugby, on va transformer l'essai. On va prouver que ce que nous avions promis est respecté. Que les grandes marches que nous avions organisées en juin, eh bien que cette grande marche n'est pas un hasard, mais que c'est une continuité par rapport à notre capacité de mobiliser notre peuple et nos masses pour avoir encore plus de victoires démocratiques, pour rendre le pays encore plus gouvernable démocratiquement, pour trouver des solutions consensuelles, de compromis, pour que notre pays ne soit plus un pays déchiré par des groupes ou par des cliques, par des clans qui se disputent le pouvoir en dehors de la volonté ou en dehors des intérêts de notre peuple. Très bien. Monsieur Le Gourmou, ne pensez-vous pas qu'il y a au sein du forum des discours radicaux qui peuvent porter préjudice à ce fragile pays? Quel discours radical? Vous avez lu les textes fondamentaux du forum qui ont été adoptés au public au Palais des Congrès et qui nous servent aujourd'hui de plateforme sur 7 points, 7 grands défis auxquels notre pays est confronté. Au contraire, tous les courants politiques démocratiques ont convenu sur la base d'une analyse qui a été faite en commun, et toutes les organisations de la société civile actives et démocratiques et tous les grands syndicats démocratiques également ont contribué, ont participé à cela, indépendamment de toute considération particulariste, communautariste, etc. C'est une grande première dans notre pays et dans la sous-région. Et il faut que vous vous reportiez sur ça pour vous rendre compte à quel point le radicalisme et l'extrémisme sont loin de notre théorie, de notre vision, et loin de notre pratique également. Au contraire, nous sommes un courant unificateur de notre peuple. Regardez lorsque les déportés ont fait leur marche de Bogué jusqu'à ici pour se faire entendre. Ceux qui ont le plus appuyé leur mouvement, eh bien c'est le forum.
Regardez la grande marche des Haratin, quand elle a été faite ici, symboliquement pour un anniversaire, fêter l'anniversaire du mémorandum Haratin. Qui était le plus présent massivement à cela? Eh bien, c'est le forum. Toutes les activités politiques que nous menons, nous essayons de les mener en diapason avec les activités de nos masses populaires lorsque celles-ci viennent pour essayer de se faire entendre. Bref, nous essayons d'être l'écho de nos masses, de toutes nos masses, c'est-à-dire sans aucune exclusive et sans aucune considération communautaire, que ce soit les Birans et à l'intérieur des Birans, les castes qui existent, que ce soit les négro-africains, que ce soit les Haratin, que ce soit tout ce que notre peuple compte comme diversité, comme richesse nationale et culturelle, eh bien, font partie intégrante. Oui, mais il y a aussi des castes dans la communauté négro-africaine. Mais bien évidemment. Parce que vous avez dit Biran et les castes. Non, j'ai dit que... Il y a des castes partout. Les castes, je l'ai mis en facteur. C'est castes chez les Biran, chez les négro-africains, chez tous ceux qui existent dans notre pays, parce que notre société est très, se ressemble beaucoup plus qu'on imagine, du point de vue de son organisation anthropologique, du point de vue interne. Donc, dans cette diversité qu'est la Mauritanie, eh bien, nous essayons d'être une sorte de symbiose, de synthèse, et nous rapprochons en tout cas les uns et les autres au lieu de les diviser. Nous comprenons également comment et dans quelles conditions aujourd'hui les gens se retrouvent de plus en plus dans un malaise social extraordinaire, et nous essayons d'en être les porte-parole pour que leur voix ne soit pas méconnue sur la scène politique. Très bien, Monsieur le Président. Avant de passer à l'UFP, une dernière question sur vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, la disparition récente d'un jeune commerçant aux environs de Niabina vous avez amené à réagir sur votre page Facebook. Pouvez-vous nous rappeler la lecture que vous avez faite à cet événement? Bon, moi j'ai été d'abord sidéré d'entendre que dans un village de la vallée en Mauritanie, parce que quelqu'un a été déclaré disparu ou n'a pas été trouvé par ses parents, que les forces de sécurité nationale investissent le village en question exactement comme s'il y avait eu un acte de guerre. Et investissant le village, l'encerclent et se mettent à être dans une posture, comment vous dire, de stigmatisation, je n'ai pas un autre mot, des populations qui n'ont strictement, et ça s'est avéré clairement, rien à voir avec l'événement. Comme si tout le monde était devenu suspect parce que la personne en question avait disparu. Cette réaction militaire, parce que c'est de ça dont il s'agit, est pour moi quelque chose d'inimaginable. Quand quelqu'un disparaît, je vous signale, sauf quand on est dans une période de guerre, alors qu'il n'y a aucune guérilla chez nous, c'est une affaire de police simple. Les enquêtes de police ont lieu tous les jours sur toute la République islamique de Mauritanie. Et tous les jours, des gens disparaissent et même meurent. Pire que disparaître, sont tués. Et jamais on a mobilisé des gendarmes, des gardes, que sais-je encore, autour de ces quartiers ou des villages, oui, il paraît que pour les encercler. Il paraît que ça a coûté 30 millions. C'est effrayant, oui. Alors, donc ça m'a frappé. Ensuite, les populations qui ne comprennent rien à ce qui arrive et qui sont mises dans une sorte de quarantaine pendant 3 jours, se retrouvent du jour au lendemain avec des gens qui sont arrêtés d'ailleurs, pendant 2 jours au moins, pour 1 ou 2, alors qu'ils étaient 4 ou 5 arrêtés. Et puis ensuite, hop, on découvre que ce monsieur qui avait disparu, eh bien, il est à Nouakchott. Coup de théâtre. Évidemment, comme si de rien n'était, on laisse les gens de Niabina, qui sont sidérés, qui ne savent pas ce qui leur arrive, on leur dit pratiquement rien, les gens s'agitent, et puis, hop, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième chose qui me scandalise, on arrête le disparu, ce qui est absurde. Comme si le fait de disparaître était un crime. Pourquoi? Eh bien, pour faire oublier la gaffe. C'est parce qu'il a fait coûter à l'État 30 millions. S'il n'a fait rien coûter à l'État, c'est l'État qui a voulu dépenser ces 30 millions, ou à côté, il a disparu. Est-ce qu'il est interdit de disparaître? Attendez, je n'ai pas fini. Est-ce qu'il est interdit de disparaître? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a voulu échapper à ses parents, c'est son problème. Monsieur le Président, c'est une affaire à suivre. De toute façon, on en parlera, ça c'est sûr, dans les prochaines. Mais c'est quand même dramatique. Oui. Passons un peu à votre parti, l'UFP, qui est l'un des plus grands partis de ce pays. Depuis sa mise en place, l'UFP donne plus l'impression d'être un parti d'intellectuels et non de masse. Pourquoi un tel état de fait? C'est un préjugé journalistique. Oui.
c'est un préjugé qui existe chez vous. Parce que dans la réalité, nous sommes le premier des partis, je dis bien le premier des partis, qui a eu des maires parmi les populations les plus populaires, si j'ose dire, du pays. Nous sommes les premiers à avoir eu des maires à l'intérieur du pays, dans les masses des campements, les masses qu'on appelle fondamentales. Par exemple, chez les Haratines, le maire de Moïse, le maire de... Enfin, les premiers maires et les plus grands nombres, c'est nous qui les avons eus historiquement. Nous sommes les premiers historiquement à avoir organisé les ouvriers et les paysans dans notre pays. D'ailleurs, nous sommes le mouvement héritier du mouvement national démocratique et des Kadifin à l'époque, comme on le disait. Pourquoi? Parce qu'à tel point nous étions associés à la vie des masses populaires, les paysans et les ouvriers. Maintenant, c'est vrai que nous avons des intellectuels, et cela a, pour ainsi dire, rejailli sur l'image. Vous avez dit pourtant, vous-même, nous sommes parmi les plus grands partis de ce pays. Or, lors des dernières élections, avant celle-ci, les législatives municipales, nous étions le deuxième parti de l'opposition, le deuxième, en nombre de députés. Nous étions le deuxième, après le RFD. Ouais. Je ne pense pas qu'un parti intellectuel puisse seulement avec des intellectuels avoir autant de voix, puisque les intellectuels, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, ne sont pas aussi nombreux que ça. Donc, je recuse cela, mais en même temps, ça doit être pour nous aussi une fierté, parce qu'avoir des intellectuels, c'est quelque chose qui nous permet un plus dans la réflexion, dans la manière d'envisager les choses, peut-être dans la sensibilité, mais nous restons fondamentalement un parti qui est de sensibilité populaire. C'est-à-dire un parti qui prend ses racines chez les ouvriers, chez les paysans et chez la masse des intellectuels dans les villes. C'est ça la particularité de notre parti. Même si, effectivement, ces dernières années, nous nous élargissons dans des couches supérieures, notamment dans la petite bourgeoisie et même dans une partie de la bourgeoisie dans notre pays. Très bien. Monsieur le Président, plusieurs soubresauts ont traversé votre parti récemment. Comment l'IFP s'en relève-t-elle aujourd'hui? Parfaitement bien. Nous avons eu des débats chauds, virils, lors des élections législatives municipales, parce que nous sommes habitués à ça. Il n'y a que ceux qui ne nous connaissent pas qui s'en étonnent. Mais pour ceux qui savent qui nous sommes et d'où nous venons, depuis l'époque du MND, nous n'avons connu que des discussions chaudes entre nous. Mais nous cheminons ensemble depuis 30 ans pour certains d'entre nous. Et les jeunes qui viennent également, eh bien, ils héritent de cette tradition de discussion et de débat, puisque nous sommes un parti démocratique. Lors des élections législatives, il y a eu deux lignes. Une ligne a été majoritaire, c'est celle du boycott. Une ligne minoritaire, effectivement, mais très fortement établie dans le parti, a contesté cette ligne parce qu'elle pensait que c'était une erreur. Et finalement, il n'y a pas eu de problème particulier parce qu'il en est résulté quoi? Il en est résulté que la ligne majoritaire a été appliquée aux législatives et aux municipales. À la présidentielle, il n'y a pratiquement pas eu de contradiction sur ça. Les gens ont adopté la ligne de boycott. Et en définitive, notre parti est un parti qui n'a connu pratiquement aucun soubresaut interne du point de vue de sa cohésion. Parce qu'aucun membre de la direction de notre parti ne nous a quittés. On a eu effectivement dans les marges certains de nos cadres qui sont partis. Je veux parler notamment de quelqu'un qui était à Kéidi, qui est un cadre important qui a quitté. Un ou deux cadres effectivement qui ont quitté à Bogué, dont le maire de Bogué, d'ailleurs qui ne nous a pas en réalité quittés, mais qui n'a pas voté comme on aurait voulu qu'il votât lors de la présidentielle, mais qui ne nous a pas du tout quittés. Certaines de nos bases, en effet, notamment à Moït et notre mairie là-bas, ont eu une position effectivement qui n'était pas la nôtre, en disant qu'ils ne nous suivaient pas localement pour des raisons locales, la ligne du parti, mais ils n'ont absolument pas quitté le parti. Et si on fait un bilan, on se rend compte qu'en fait, tout cela a été une secousse, comme on dit, ou une zone de turbulence dans les avions, quand on les traverse, mais on avait attaché nos ceintures et finalement, il n'y a pas eu de gros problèmes et notre parti se trouve dans une situation tout à fait normale et je sors d'ailleurs juste avant de venir d'une réunion du comité permanent et il n'y a aucun problème particulier sur le plan interne, rassurez-vous. Tant mieux, monsieur Le Gourmou. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la fin de cette émission et il ne me reste plus que souhaiter... Sinon, dire merci à Le Gourmou d'être parmi nous ce soir sur ce plateau de Politis. Et au revoir et à la semaine prochaine. Merci aussi à toute l'équipe technique. Au revoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.